Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Préparer sa succession, ce n'est plus un tabou. Virgile Delporte, CEO et cofondateur de Testamento à Paris. Il y a un truc qui existe aux États-Unis qui s'appelle LegalZoom et qui s'est construit notamment sur ce bloc testament en ligne. Donc allons-y, on va créer une plateforme. Et lui, au départ, je lui ai demandé un avis d'expert technique. Et il m'a dit, si tu as besoin, je peux peut-être t'aider à construire la chose. C'est un informaticien avec un gros background dans la sécurité. Et donc j'ai dit, je veux bien ton avis. Et puis finalement, il est devenu CTO de la boîte. Après avoir sans succès écrit son testament en partant en Amazonie, Virgile se rend compte que la rédaction de ses dernières volontés n'est pas aussi simple que cela. Le tout départ de Testamento, c'est donc la rédaction de son testament en ligne. Depuis son lancement il y a 8 ans, la start-up a étoffé son offre et développé une expertise très particulière en B2B pour accompagner les acteurs de la prévoyance et de la planification successorale. Nous parlons sans tabou des différentes typologies d'assurance de personnes et des écueils dans lesquels tombent les souscripteurs quand il s'agit de bien border ce sujet-là. Vous découvrirez qu'il existe de grands écarts culturels entre les pays nordiques et les pays latins en la matière. Cette incapacité à parler du décès et des dernières volontés met de nombreuses personnes dans des situations complexes, tant d'un point de vue patrimonial que fiscal. Nous faisons un focus particulier sur la gestion de la clause bénéficiaire et comprenons comment Testamento permet aux professionnels du secteur financier, tant les assureurs que les banquiers, à correctement accompagner leurs clients. Prenez des notes, c'est un épisode qui vous laissera sans doute avec quelques questions à titre personnel. Bonne écoute à tous! Bonjour à tous, bonjour Virgile. Bonjour Solène. Alors juste petite en intro, j'aimerais excuser le brouhaha qu'on entend au fond puisqu'on est avenue de la Grande Armée à Paris, donc un petit peu de circulation. Mais c'est très sympathique. Donc j'espère que les auditeurs nous entendront bien. Est-ce que, avant de parler de Testamento, tu peux s'il te plaît te présenter aux personnes qui nous écoutent, s'il te plaît? Donc, bonjour Solène et bonjour à tous. Ravi d'être là, d'autant que, comme je te l'ai déjà dit, tu fais partie des podcasts de ma playlist, donc je suis très content d'être là, passer de l'autre côté. Donc je m'appelle Virgile Delporte et je suis le cofondateur et président de Testamento. Je suis également papa de 2 super enfants, marié et entrepreneur engagé. Et qu'est-ce que tu faisais avant de monter Testamento ? Alors j'ai eu plusieurs vies entrepreneuriales avant de monter Testamento, oui. Entre l'intrapreneuriat et l'entrepreneuriat, puisqu'à la fin de mes études, où j'avais fini des études à Londres en finance, j'avais plusieurs options et puis l'option que j'ai choisie c'était de rejoindre une start-up qui travaillait dans la 3D et dans le jeu vidéo. Softkinetic ? Alors non, la première c'était Virtools. Donc ça c'est revendu à Dassault, c'est ça ? Exactement, qu'on a revendu à Dassault Systèmes. J'avais monté la filiale nord-américaine en 2003-2006. Et puis donc quelques années après avoir terminé cette belle aventure, je suis revenu dans une autre aventure entrepreneuriale qui s'appelle Softkinetic, justement en Belgique, dont j'ai monté toute la partie business au niveau mondial, donc avec beaucoup de voyages dans tous les pays du monde. Top. Alors, Testamento, c'est, je dirais, à la croisée entre la Silvertech et la FinTech. Et c'est un sujet qui est finalement assez peu abordé, je dirais, dans la FinTech. Donc, tout ce qui est autour de la succession, de la planification successorale, c'est des sujets, en tout cas, qu'on aborde beaucoup, moi, que j'abordais beaucoup quand j'étais en banque privée. Mais ça reste, et aussi pour des raisons culturelles, je pense, c'est un petit peu tabou, j'ai envie de dire. Donc on va en parler aujourd'hui. La première des questions que j'ai envie de te poser, c'est alors déjà, c'est quoi la proposition de valeur de Testamento ? Et puis, d'où t'es venu, ou vous est venu, je ne sais pas si tu t'es associé au tout début, l'idée de créer Testamento ? Alors effectivement, en tout cas, pour reprendre ton introduction, c'est un sujet assez aride. Pas facile. Carrément, et en aride. fait, oui, j'irais jusqu'à aride. Ouais. En fait, c'est vraiment trop complexe et tabou, et je pense que c'est pour ça que j'ai eu envie d'y aller. D'accord. À l'origine, je reviendrai après sur la proposition de valeur, mais à l'origine de Testamento, c'est comme beaucoup d'entrepreneurs, un sujet personnel. Okay. J'ai essayé de faire un testament avant de partir faire un trek avec ma femme à l'autre bout du monde.
Où ça ? En Amazonie. Et quand je suis revenu, donc j'avais fait un testament avant de partir, et j'avais essayé de faire un testament comme quelqu'un ferait aujourd'hui, c'est-à-dire j'ai cherché sur internet des informations, et puis j'ai trouvé des super informations, mais le testament que j'avais laissé, quand je suis revenu, je me suis aperçu qu'il n'avait pas de valeur juridique parce que je m'étais planté. T'avais fait quoi ? En fait, je l'avais déjà dactylographié parce que faut le faire à la main. Il faut le faire à la main, donc c'est le premier point. En plus, mes phrases n'étaient pas suffisamment claires. Et puis encore, le comble, c'est qu'on avait fait un testament pour deux, parce que ça allait plus vite. Mais en fait, c'est un testament par personne. Donc c'est ça le point de départ. C'est raté, mais bonne idée quand même. Alors bonne idée, parce que c'est ce que m'a dit le notaire à qui j'ai présenté le document. Il m'a dit, vous avez eu une bonne idée, par contre, comme souvent, les gens qui essayent de faire ça tout seul, ils n'y arrivent pas. Et là, je me suis dit, mais pourquoi j'ai eu du mal à faire ça ? J'ai fait un peu de droit pendant mes études, ça n'a pas l'air d'être super compliqué. Et donc, je me suis dit, tiens, il y a un problème, j'aimerais bien l'adresser. Et donc, j'ai commencé à me renseigner sur ce qu'il existait. Finalement, on a créé, avant même d'être une fintech, on a créé une legal tech. D'accord. Donc, je me suis associé avec un notaire et je me suis associé avec un informaticien. Il se trouve que le notaire était le frère d'un de mes meilleurs amis, et puis l'informaticien était mon frère, qui est franco-américain, qui habite aux États-Unis, et qui m'avait dit, il y a un truc qui existe aux États-Unis, qui s'appelle LegalZoom, et qui s'est construit notamment sur ce bloc testament en ligne. D'accord. Donc allons-y, on va créer une plateforme. Et lui, au départ, je lui ai demandé un avis d'expert technique. Et il m'a dit, si tu as besoin, je peux peut-être t'aider à construire la chose. Et c'est un informaticien avec un gros background dans la sécurité. Et donc j'ai dit, je veux bien ton avis. Et puis finalement, il est devenu CTO de la boîte. Et ça, c'était en quelle année ? Ça, donc, c'était en 2013. 2013. À cette époque-là, quand tu as fait... j'imagine que vous êtes allé voir des users, des futurs clients. C'était quoi le constat que tu faisais quand les gens faisaient leur testament? Est-ce que déjà les gens pensaient à faire un testament? Et puis, comment ils s'y prenaient comme toi? Alors effectivement, il y avait deux sujets dans l'étude préalable au lancement. Donc on était dans un incubateur déjà, IMT Starter, qui est l'incubateur de Télécom. Au sud de Paris. Et là, la première chose, effectivement, c'est un peu d'étudier le marché, aller voir des gens. Le premier point, c'est qu'effectivement, les gens ne savent pas qu'ils en ont besoin. Alors, qui en a besoin, en fait, d'un testament, si on reprend un tout petit peu ce fondamental? En fait, c'est tout le monde, et notamment ceux qui ne sont pacsés. Donc, pour le coup, la cible jeune pacsé, qui vient d'acheter un bien immobilier, et qui ne sait pas que s'il y en a un des deux qui décède, sans testament, l'autre n'hérite de rien. Donc c'était un petit peu notre persona initial, c'est quelqu'un pacsé de 35-40 ans. Et on s'est aperçu ensuite qu'il y avait beaucoup de mariés qui utilisaient le service ou qui avaient des appétences pour celui-ci, notamment ceux qui avaient des enfants d'union précédente, parce qu'on a moins de droits, pareil, je l'ignorais complètement, on a moins de droits quand on est remarié alors qu'on a des enfants d'union précédente. Il faut faire un testament pour renforcer les droits de son conjoint. D'accord, donc le problème venait de l'organisation finalement de sa succession. Mais est-ce que les gens déjà pensent à organiser leur succession, alors que quand tu as 35 ans, franchement, tu n'y penses pas forcément. Et c'est que quand malheureusement le décès arrive que tu te retrouves le bec dans l'eau. Exactement, c'était ça le point de départ. Comment craquer tout ça ? Il fallait craquer le sujet, en fait, il fallait d'abord démocratiser, expliquer. Donc c'était beaucoup sur la pédagogie. Comment expliquer ce qui se passe si on ne fait rien ? Et ça a été finalement l'une des raisons pour lesquelles les assureurs sont venus vers nous assez rapidement pour nous dire, vous arrivez à parler d'un sujet qui est super important, c'est un moment de vie important, et c'est aussi un sujet business sur l'assurance de personnes. Donc on y arrivait tout simplement en prenant les utilisateurs par la main en disant, viens chez moi, viens sur le site, on va te faire un diagnostic, et puis on verra si tu es exposé à des gros risques ou pas. Et si tu es exposé à des gros risques, agis tout de suite. Et donc de là, on est parti. Une fois qu'on a fait le testament, on a ajouté d'autres services. Donc votre MVP, c'était un testament en ligne, c'est ça ? Exactement. Et ça s'appelait Testamento déjà. Et c'est pour ça que ça s'appelait Testamento. C'était vraiment le point de départ. Et alors dans l'analyse préalable, est-ce que vous êtes allé voir ce qui se faisait dans les autres pays ? Parce que moi, j'ai travaillé longtemps en Belgique, et je trouve qu'en Belgique, il n'y a pas du tout de tabou. En tout cas, dans la clientèle que je traitais, il n'y avait pas du tout de tabou autour de l'organisation, la planification successorale. C'était fait très très en avance, même quand tes enfants étaient petits. Est-ce que les constats étaient les mêmes ? Est-ce que vous avez fait cette analyse en dehors de la France ? On a fait l'étude après s'être lancé, avec notamment des étudiants en commerce international et en droit international de l'UPEC, qui nous avaient remis un super... c'est l'université de Créteil. D'accord. Qui est une très belle université. Et donc, ces étudiants ont travaillé en groupe là-dessus. Ils nous ont sorti un panorama des pays. Et donc, en gros, là où en fait, on avait des gros tabous, c'était la France, les pays latins, effectivement. Là où il n'y en avait pas, c'est les pays anglo-saxons. D'accord. Et donc, voir s'il y avait vraiment un potentiel chez nous. Il fallait arriver à le craquer.
Et c'est aussi pour ça ensuite qu'on a enrichi l'offre quelques années plus tard en B2B, parce que c'était là qu'il y avait le plus gros levier. Donc le départ, c'était le B2C. Tu me disais que les assurances sont venues vous voir. Donc si on regarde au moment de la succession, au moment du décès, c'est qui les différentes parties prenantes qui rentrent dans le jeu? Alors, donc, les personnes physiques qui sont malheureusement en train de vivre leur décès avec beaucoup de tristesse, mais c'est qui les autres? Les assureurs? Les notaires? Alors c'est intéressant parce qu'on a fait une analyse là-dessus, on a fait une enquête en 2019 qui révélait que en fait, donc il y a plusieurs acteurs. Évidemment, le premier auquel on pense, c'est le notaire. C'est quand même l'acteur de référence là-dessus. Ensuite, étonnamment, dans les gens qu'on interroge dans ces moments-là, on va voir ses proches. Et en dernier recours, on va voir une banque ou un assureur. Ouais. Donc c'est vraiment pas la personne de confiance, alors que par essence, elle assure votre vie. Ouais. Donc c'est quand même assez paradoxal. Et c'est là aussi qu'on a vu qu'il y avait des opportunités pour ce secteur. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à vraiment évoquer le fait qu'on devenait une fintech. Intéressant. Alors tu parlais, j'aimerais juste qu'on fasse un petit point aussi sur l'assurance de personnes. Je pense qu'il y a, parmi nos auditeurs, moi y compris, j'ai déjà souscrit une assurance décès. En général, c'est souscrit par qui? Qui sont les bénéficiaires? Est-ce qu'il y a des schémas assez traditionnels qu'on va retrouver sur la population française? Alors de façon générale, il faut savoir que de l'assurance, il y en a partout, même quand on ne le sait pas. On a de l'épargne, on appelle ça une assurance vie. En fait, on a une clause bénéficiaire si on décède pour que le capital soit versé à des ayants droit qu'on a choisis. Oui. En fait, il y a des clauses bénéficiaires partout, par exemple. Donc, dans l'assurance de personnes, c'est de la prévoyance au sens large. On a dans les entreprises, quand on est salarié d'une entreprise, tu as une mutuelle santé, puis tu as de la prévoyance. Et donc, finalement, il y en a partout. On ne sait pas toujours c'est le pilier, c'est le troisième pilier, hein, c'est ça? C'est un très, très gros pilier, celui-ci. C'est le troisième, je crois. Ouais. Ouais. D'accord. Donc, il y a l'assurance quand tu es salarié. Tu peux aussi souscrire des assurances. Donc, ce sont des assurances décès ou c'est encore autre chose? En fait, justement, en fait, c'est différent d'un pays à l'autre. Hein. Mais si tu veux, on a ce qu'on appelle l'assurance vie. C'est de l'épargne. Tu capitalises sur un compte. Ce qu'on appelle l'assurance vie life insurance, là, pour le coup, c'est un capital décès. Donc le capital décès, ça existe, hein, et c'est souvent rattaché à des contrats de prévoyance. Et ça peut être par exemple, s'il t'arrive quelque chose, tu veux qu'il y ait 100 000 euros ou 200 000 ou 500 000 qui aillent à tes enfants ou à ton conjoint. Donc c'est des capitaux, soit c'est des capitaux, soit c'est de l'épargne. D'accord, donc au moment où le contrat est souscrit, en général, tu es loqué pendant combien d'années? Alors par exemple sur l'assurance vie, contrairement à ce que beaucoup pensent, on est loqué sur rien du tout en fait. On met un capital. On épargne, on va dire 10 000 euros au début, puis 500 euros par mois ou 300 euros par mois. On dit toujours il y a les 8 ans pendant lesquels l'argent est bloqué, donc c'est pas le cas. Donc ça c'est une erreur de compréhension du produit. Et puis de la même façon, si tu prends une assurance décès, tu peux l'interrompre. Typiquement, tu as des enfants jeunes, tu as besoin de couvrir le risque qu'ils ne puissent pas financer les études si tu n'es plus là. Une fois que les enfants ont fini les études, tu peux réduire l'assurance. C'est une assurance dans ce cas-là comme une assurance auto à fond perdu. D'accord. Alors tu parlais des clauses bénéficiaires, puisque vous avez lancé donc après coup un service autour des clauses bénéficiaires. Qu'est-ce qu'une clause bénéficiaire et quel est le service du coup que vous avez lancé pour répondre à ce besoin de mauvaise gestion de la clause bénéficiaire? Tu me dis si je me trompe. Hein. Oui, non, globalement, la problématique qu'on a voulu adresser avec... on a créé une offre qui s'appelle Testamento Beneficiary. Donc on a 4 offres, on y reviendra peut-être tout à l'heure sur l'éventail, mais un des piliers justement de notre offre B2B, c'est la gestion de la clause bénéficiaire. Cette clause bénéficiaire, en fait, la problématique, c'est que quand on ouvre un contrat, en général, le conseiller donc c'est l'assureur, le courtier. Le conseiller assureur, courtier va concentrer sa vente sur un produit. Il y a beaucoup de pédagogie, il y a beaucoup de réglementaire dans son process. Et finalement, quand il va arriver à la clause bénéficiaire, c'est un peu la fin du processus. Il ne veut pas se lancer dans un exercice trop complexe avec son client. Et globalement, il va cocher la plupart du temps. Avec son client, on va prendre la case standard. Donc une clause bénéficiaire standard, c'est ton conjoint, à défaut tes enfants, à défaut tes héritiers légaux. Donc dans cet ordre-là. Et c'est pas bien ça? Alors ça peut être très bien.
Ça peut être très très bien, mais Ça ça dépend de ta semble logique, situation. non ? En Ouais. fait, ça peut sembler logique, mais c'est surtout aujourd'hui plus adapté à la situation. C'est-à-dire ? Alors, nous, ce qu'on voit, c'est que 70% des gens qui utilisent notre service ne prennent pas la clause standard. D'accord. C'est-à-dire que cette clause standard, elle a vieilli. Par exemple, tu prends beaucoup de gens vivent en union libre, ils n'ont pas de conjoint. La définition du conjoint, c'est conjoint marié. D'accord. Alors, en France, on peut aussi, et il y a pas mal d'assurances maintenant qui intègrent la notion de conjoint au sens large, pacsé, donc un partenaire de Pacs. Mais globalement, il y a plusieurs raisons pour lesquelles ce n'est plus forcément la bonne chose. C'est que, un, ça dépend ce que toi tu veux. C'est vraiment ton capital d'essai, donc tu le distribues comme tu le souhaites. Et puis, deux, il n'y a pas de droit de succession. Sur ces contrats. Ah bon ? Donc sur une assurance vie, il n'y a pas de droit de succession. On est exonéré, il y a des plafonds à Après, 150 000 euros. je suis pas résidente française. Toi, donc- tu as d'autres problématiques et peut-être que les plafonds sont beaucoup plus élevés. Où il n'y a pas de droit de Il y a succession pas tout il y a court. pas de droit de succession, C'est plus simple, il n'y en a pas. Mais dans un pays où il y a de la fiscalité, justement, avoir comme conjoint, enfin ton conjoint dans tes bénéficiaires, alors qu'il ne paye pas de droit de succession sur ta succession générale, c'est pas forcément le plus malin. Si tu as un peu de patrimoine, il vaut mieux transmettre à tes enfants ou à d'autres. Et si tu transmets par testament 10 000 euros, il y a 60% de fiscalité sur un tiers, sur ton neveu, alors que si tu lui transmets 10%, 10 000 euros en assurance vie, il y a 10 000 euros dans sa poche. Donc voilà, c'est bien de ne pas se tromper entre tout ça. Donc, vous lancez... Attends, je reviens un petit peu Oui. en arrière, parce qu'on a beaucoup élaboré sur les produits et les questions un peu réglementaires et fiscales. Si on revient, donc le tout premier produit que vous avez lancé, c'était ce testament en ligne. Comment la proposition de valeur a évolué et si tu pouvais nous présenter l'étendue de l'offre vous êtes passé... Et puis, comment vous êtes passé du B2C au B2B ? Ouais, exactement. Ok. Donc, ce qu'on a construit comme offre, c'est une offre donc principalement B2B. Depuis 2018, on a fait rentrer en fait dans nos équipes en externe un comité stratégique et dont je salue Jean Levoire qui m'a aidé à constituer ce comité stratégique. Il y est encore. C'est des experts de l'assurance. Donc, comment faire venir ? Enfin, il fallait de la compétence. On a de la compétence métier nous manquait. Ce qu'on a construit en quelques années, c'est finalement une offre qui va faire de ce pain, l'incapacité à parler du décès ou la difficulté à parler du décès, même dans les banques privées, c'est pas simple. De façon générale, c'est compliqué. Et comment, en parlant bien, tu fais du business avec ça ? Donc, on a construit une offre qui s'appelle Testamento Optimizer, qui va se distribuer dans des réseaux de distribution chez des assureurs, chez des banques, chez des assureurs, chez des mutuelles. Et par exemple, chez l'un d'eux, un réseau de 1500 conseillers salariés sont équipés de notre logiciel. Alors notre logiciel, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va encadrer la démarche commerciale avec un questionnaire graphique, un truc très sympa, quelques questions sur qui tu es, qui ton conjoint est, combien tu as d'enfants, etc., quel est ton patrimoine. Il va te restituer un bilan, un premier bilan qui te dit qu'est-ce qui se passe si tu n'anticipes rien, qui sont tes héritiers, qu'est-ce que tu as. Tu vois, c'est une découverte civile et fiscale. C'est hyper intéressant parce que cet outil-là va permettre de faire beaucoup de business parce que ça positionne le conseiller réellement dans le conseil et pas seulement dans la vente de produits. D'accord. Donc c'est une sorte d'arbre décisionnel. Alors c'est un arbre de décision avec une analyse 100% client. Tu sais, la fameuse démarche client que toutes les compagnies d'assurance ou toutes les boîtes aimeraient avoir, mais qui s'arrête en général dès la première page. Vous êtes salarié et vous avez tel type de problème, venez ici, puis boum, on te parle tout de suite d'un produit. Oui. Nous, on pense qu'il faut beaucoup plus rentrer dans le sujet de la personne avant de lui parler de produits. Donc, on lui parle des problématiques et des impacts de l'impréparation plutôt que de produits, et le produit vient après. Donc ça, vous diffusez via vos partenaires, donc plutôt assurance, banque, c'est ça ? Oui. Exactement. Et sinon, qu'est-ce que vous avez d'autre comme produit ? Parce que vous travaillez avec des sociétés du CAC aussi ? Oui, alors exactement. On a notamment un acteur du CAC 40 qui a déployé notre solution Testamento Beneficiary. Tu peux en parler ? Alors, je ne peux pas dire qui c'est, dommage. mais c'est une grande société, forcément française, avec 45 000 salariés. Et en fait, l'enjeu des ressources humaines, c'était de s'assurer que la clause bénéficiaire, justement, devenait un vrai sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu rentres dans une boîte, globalement, tu as plein de liasses de documents à signer. Et parmi celles-ci, en fait, il y en a une que tu n'as pas vue, c'est la clause bénéficiaire de ton contrat de prévoyance. Alors, il se trouve que ça peut, si tu es cadre, ça peut représenter 2 ans, 3 ans de salaire quand même. Ah oui. Donc, c'est pas rien. Non. Et donc, si tu remplis ça et que tu donnes au RH,
Donc déjà, tu t'y penses pas. Enfin, c'est pas très fluide. Donc là, il y a de plus en plus de compagnies, notamment dans le CAC 40 ou dans le SBF 120, dans les plus grandes boîtes, elles imposent à leurs assureurs ou à leurs courtiers délégataires d'avoir une clause bénéficiaire digitale. Ah, d'accord. Et donc pourquoi du digital ? C'est pas seulement un PDF en ligne. C'est parce qu'il y a des sujets de comprendre ce qu'est une clause bénéficiaire. Et donc ça, c'est beaucoup mieux qu'un papier, parce qu'un papier, si on te dit fais une clause libre, ben débrouille-toi. Enfin, c'est un peu comme moi, mon testament. J'en sais rien, je sais pas comment écrire une clause libre. Sûr. Oui. Donc on a en fait fait des parcours clients vraiment de qualité. D'accord. Et c'est ce qu'on intègre. Et en fait, on crée des portails spécifiques pour les compagnies, pour les assureurs et pour leurs salariés, pour qu'ils puissent venir désigner leurs bénéficiaires en toute liberté, en toute confidentialité. Ça permet aux ressources humaines de ne pas avoir à voir le document. J'imagine. Parce qu'en fonction de sa situation, tu n'as pas forcément envie de voir la clause de ton collaborateur. Cette confidentialité, elle embarrasse beaucoup. J'imagine. Et donc, le faire sur ton téléphone ou tranquillement chez toi, c'est vraiment beaucoup plus facile. D'accord, donc ça c'est l'offre Optimizer, c'est ça ? Donc on a Optimizer, je reprends. Optimizer Optimizer. pour la partie aide à la vente. Ouais. Donc on appelle ça des OAV, des outils d'aide à la vente dans le monde de la banque assurance, enfin de façon générale. Ensuite on a dans les parcours de souscription Testamento Beneficiary, donc c'est des outils enfin c'est également des parcours digitaux, Ouais. mais ça c'est soit à destination du conseiller au moment où il fait la souscription de son assurance, il va dire au client la clause bénéficiaire, vous en faites pas, on va s'en occuper. Ouais. Et au lieu de parcourir des pages d'un closier, comme on appelle ça, avec 95 situations à combiner les unes avec les autres, il a un parcours digital. Ouais. Il va dire au client qui vous les mettre, et puis en fait on va le faire ensemble, ça va aller super vite. Ouais. Et donc au lieu d'avoir un expert juridique pour le faire, c'est eux qui le font. Ouais. Et la clause qui est générée correspond exactement à la doctrine de l'assureur, donc au produit pur et parfait que l'assureur aurait souhaité s'il y avait eu l'expert patrimonial juste à côté du client. Top. Et le dernier, c'était Planner, c'est ça ? Alors, Testamento Planner, donc Tu remarqueras que j'ai quand même préparé l'autre. Mais je vois que tu l'as bien préparé, parce que Testamento Planner, en fait, c'est l'offre, si tu veux, testamento.fr, qui s'est enrichi depuis le testament de début. Oui. Il y a beaucoup d'informations, énormément de contenu sur notre site. Il y a plus de 100 000 personnes qui viennent tous les mois sur le site pour venir chercher de l'information. Et donc, qu'est-ce que ça contient ? Très récemment, on a ajouté un coffre-fort très orienté autour de quels documents il faut absolument conserver s'il nous arrive quelque chose. Ouais. Ensuite, il y a mes volontés, parce que le testament concerne ce qu'on appelle le patrimonial. Si tu es sur de l'extra-patrimonial, donc en gros tu peux léguer une maison, etc. Par contre, si tu veux donner ta robe de mariée par exemple ? La robe de mariée, c'est un leg, ça peut fonctionner. Ouais. Ce qui va être un peu plus compliqué, c'est ce que nous on avait comme demande, c'est moi je veux être absolument inhumé à tel endroit, ou une crémation. Ouais. Et les gens commençaient à le mettre dans leur... C'est très glauque. Alors nous on écoute les messages, et on s'aperçoit après que c'est pareil, c'est des sujets du monde du monde de la prévoyance, qui sont des questions communes. Quand tu prends un contrat obsèque, c'est des sujets qui sont importants à aborder, parce que ça va définir le coût. Mais donc nous on nous demandait, mais comment je rajoute ça ? Tu ne l'ajoutes pas dans ton testament, parce que ça va être ouvert 5-10 jours après tout ça. Donc on a créé un nouvel outil, mes volontés. Puis on a ajouté aussi un inventaire, justement un inventaire des choses à pas oublier. Donc voilà, c'est un package qui est souvent intégré en inclusion dans des contrats obsèques. Donc on a plusieurs partenaires qui déploient nos solutions en inclusion, c'est-à-dire que pour différencier ton produit obsèque de celui du voisin, tu ajoutes des services, et tu ajoutes Testamento, donc le service devient gratuit pour l'utilisateur. Il arrive sur testamento.fr avec une gratuité des services qui est financée par son contrat. Intéressant. Et alors, vous avez développé des API aussi, c'est-à-dire qu'en fait, ce que tu me décris là est disponible sous forme d'API ? Oui, alors c'était effectivement un point super important pour faire du B2B, et même pour faire un bon B2C en vrai. Il faut des API modernes, des infrastructures technologiques modernes. Donc en fait, quand on s'intègre avec un outil d'aide à la vente d'un assureur par exemple, on va avoir plusieurs façons de se connecter. Soit on propose un SaaS, donc un logiciel sur lequel le conseiller vient de se connecter, directement. Soit on lui donne un accès où lui ne sait même pas qu'il se connecte à une autre infrastructure. C'est des API et il y a des autorisations techniques qui sont faites par son logiciel à lui vers nos systèmes. Donc c'est transparent. Les systèmes sont autorisés. Il y a une super sécurité là-dessus. Et donc ce sont des API qui permettent justement de se connecter, de venir chercher nos services pour pouvoir les intégrer où on souhaite en fait. Parce que c'est vraiment important de pouvoir intégrer comme on le souhaite, à la fois intégrer
passer des données. C'est-à-dire que si tu fais un bilan avec ton client dans une banque ou chez l'assureur, tu as besoin de données en entrée et tu ne vas pas lui redemander 15 fois la même chose. Oui, bien sûr. Donc tu lui passes déjà les données. Nous, le système récupère les données existantes. Ouais. Si t'es déjà marié, si on sait que tu es marié, tu as 2 enfants, 3, 4. Tu fais de l'extraction de données. Exactement. Tu fais de l'extraction de données. Et de l'autre côté, nous, on restitue de la donnée aussi. Oui, tout à fait. Donc l'API permet de récupérer l'ensemble des données de façon hyper sécurisée et pour que l'intégration soit hyper rapide. Et vous avez développé en termes de développement technologique, vous avez développé des algorithmes. Est-ce que sur la base de toutes les données que vous récupérez, est-ce que vous devez récupérer une masse de données? Qu'est-ce que vous en faites de ces données? Alors on traite énormément de données. Pour avoir une petite idée, on traite un peu plus de 2 milliards d'euros de data par mois. Parce que j'avais lu ça, je sais plus, sur un deck que tu m'avais envoyé ou le site. Ça représente quoi ces 2 milliards d'euros? Ça veut dire qu'au moment, c'est typiquement sur un produit comme Optimizer, quand tu rencontres un client et qu'il te dit qu'il a 100 000 euros de patrimoine, et ben ça vient être traité dans nos systèmes pour calculer des droits, pour calculer des risques, pour calculer tout un tas de choses. Et donc, c'est ce qu'on restitue comme données à l'assureur. C'est-à-dire qu'il récupère, par exemple, le cas je vais te donner un cas d'usage intéressant, 1500 conseillers dont je te parlais tout à l'heure, un peu plus de 5 milliards d'euros de patrimoine financier identifié pour l'assureur en 2 ans. Ça veut dire en gros que tu as un terrain de jeu, si tu es assureur, de 5 milliards d'euros de patrimoine sur lequel tu peux arbitrer, tu peux proposer des placements et vendre des produits. D'accord. Mais après, les données, même si elles sont anonymisées, vous ne pouvez pas les retraiter pour affiner, peut-être permettre aux clients de pouvoir peut-être l'aider en amont à mieux organiser sa succession? Il y a beaucoup d'apprentissage par la donnée, c'est sûr. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on restitue déjà toute cette donnée à l'assureur ou à notre client, qui est le grand compte, B2B. On va lui donner des tableaux de bord pour mieux analyser justement ces typologies clients. Ouais. Et lui, en fait, ça lui donne un bon moyen d'identifier des personas. Donc c'est plutôt pour vos clients business? Exactement, plutôt pour le business pour l'instant. Alors, est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres pour qu'on se rende compte du nombre de clients donc business avec lesquels vous travaillez? Vous avez encore des clients B2C et puis nous présenter la start-up. Oui, donc la boîte aujourd'hui c'est un peu plus de 20 collaborateurs. On a fait une levée de fonds il y a un peu plus de 2 ans de 3 millions d'euros. Et globalement, on a conquis déjà une grosse dizaine d'acteurs de la banque assurance ou des mutuelles avec lesquels on travaille. Donc, sur cette gamme de produits dont on vient de parler, ça représente un peu plus de 4000 conseillers qui sont équipés de nos solutions, donc qui les utilisent tous les jours dans leur parcours de vente ou leur parcours de génération de la clause bénéficiaire. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme données intéressantes? Vous travaillez avec les banques privées ou pas? Alors, on n'a pas annoncé encore de partenariat avec des banques privées, mais il y a une demande assez forte de ce secteur. À la base, en fait, nous, on avait plutôt un positionnement sur la succession. C'est par ça qu'on a commencé. En fait, on a opéré un virage il y a quelques temps pour couvrir de façon plus large l'anticipation ou le manque d'anticipation. Et ça intéresse finalement les banques privées, mais ça intéresse tous les réseaux de distribution pour mieux vendre des produits d'assurance de personnes, justement, et pour pas uniquement être orienté sur l'épargne. Vous avez fait une levée de fonds il y a 2 ans. Est-ce que vous avez l'intention d'en refaire une nouvelle? Et quelles sont les prochaines étapes de développement en termes produits? On a lancé donc une levée de fonds en 2019 qu'on a annoncé avec Euraseo qui gère le fonds d'investissement de Malakoff Humanis et d'Alliance. Donc on a du corporate à bord, on a également la France Mutualiste qui a investi chez nous. Donc aujourd'hui la boîte s'est beaucoup développée, surtout sur un plan technologique, parce que pendant la période Covid, il y a eu un petit peu de difficulté à faire du nouveau business pour nous, parce qu'on est sur des ventes longues, sur des cycles longs avec des assureurs et des banques. Mais donc effectivement on réfléchit à comment passer le prochain cap, et sur un cap produit on lancera en septembre un nouveau produit qui s'appelle Testamento Detect et qui est très orienté autour du business justement. Et là, en l'occurrence, Detect, c'est génération de leads. C'est comment soit animer mon portefeuille client. Tu sais que les assureurs, les banques sont pas forcément très actives dans le suivi de leurs clients. Donc on pense que justement, avoir un message fort pour leur proposer un bilan sur leur situation et identifier des risques permet de faire du rebond commercial. Donc ça, c'est en cours de test. On est également en capacité avec ce même outil, avec un partenaire, de vendre des leads qualifiés de très très haute qualité,
puisque on restitue un bilan précis à l'utilisateur. Donc en gros, notre roadmap produit, elle est de déployer ces solutions, parce que finalement, dans les 2 dernières années, on a surtout créé avec nos clients un gros apprentissage de produits qui fait que les solutions sont maintenant super matures, elles sont efficaces et les autres assureurs peuvent y aller. C'est-à-dire qu'il y avait un effet un petit peu d'attentisme du marché en disant on regarde Testamento, on voit ce qu'ils font, ça a l'air intéressant, mais quand on revient avec des chiffres, des KPI fortes, avec des retours d'expérience forts, c'est beaucoup plus facile pour un assureur d'y aller en fait finalement. Et puis l'autre partie, c'est évidemment l'international. Oui, j'allais dire, quand est-ce que vous allez dans les pays justement latins ? Alors, on a fait une petite étude sur la partie japonaise. Alors étonnamment, c'est qu'on était on était une des je crois que la seule boîte européenne ou 2 boîtes européennes dans un concours qui s'appelle Tokyo Financial Awards. Tu m'avais dit, oui. C'était super intéressant. Donc on a pu voir qu'il y avait des problématiques en Asie, et notamment au Japon, puisque c'est un pays où il y a beaucoup de droits de succession aussi, une population vieillissante. Pour l'instant, on n'y va pas. C'est effectivement plus logique d'y aller sur la partie limitrophe Europe. Et là, en l'occurrence, tous nos outils sont localisés déjà en 2 langues. Et donc, ça permet... cette problématique de risque, elle est globale. Et donc, elle s'aborde de la même façon quasiment dans les autres pays, si on exclut le champ exclusif du successoral duquel on a commencé. Alors, dernière question là, que je t'ai posée avant la discussion, j'aimerais te la poser maintenant pour les auditeurs. Pourquoi est-ce que, étant donné que c'est un marché qui est vraiment énorme, et la Silver Tech, là, c'est, je dirais, le sujet chaud pour les prochaines années, comment se fait-il qu'en Europe, il n'y ait pas un acteur, ou même aux États-Unis, qui ressorte et qui soit connu partout sur ces sujets-là ? C'est une super question, Solène, parce qu'en fait, je pense que tout le monde se pose cette question. À mon avis, on est en début de cycle, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que c'est des sujets qui sont compliqués, et il faut construire, et donc je pense qu'on fait partie de ces bâtisseurs. Il y en a quelques-uns dans le monde, et je pense de tout ça va sortir quelques géants dans les prochaines années. Ouais. Dont Testamento. On l'espère, évidemment. Bon, écoute Virgile, c'était trop court. Est-ce que tu pourrais nous recommander un livre, s'il te plaît ? Alors, effectivement, je vais essayer d'être un peu original. Vas-y. Parce qu'il y en a qui disent la même chose. Alors, pas Ben Horowitz. C'est ça. Non, alors moi, un bouquin qu'on m'a conseillé pendant le confinement, que j'ai lu avec beaucoup d'attention, c'est It Doesn't Have to Be Crazy at Work. Et c'est les fondateurs de Basecamp. J'épargne le nom mais c'est Basecamp, c'est 37 Signals. Oui. C'est une des boîtes qui a vraiment beaucoup travaillé sur la partie remote. Comment créer une équipe avec des gens dans le monde entier, désynchronisés, justement en asynchrone. C'est super intéressant parce que finalement, quand on est une start-up, tout le monde bosse comme des dingues. Enfin, faut admettre, on travaille fort. Mais il faut pourtant pas que ce soit trop dans le rouge parce que sinon, on explose en fait. Et c'est quoi les takeaways du livre ? Les takeaways, c'est que justement, le travail en remote, ça fonctionne beaucoup mieux qu'au bureau, déjà. Alors pour ça, il faut absolument avoir une super gestion. Il faut être très transparent. Voilà, la transparence complète et totale, etc. Et donc moi, je communique énormément avec l'équipe. On a des reporting tous les 15 jours où on dit exactement ce qu'on a fait, où on en est de tous les métriques et tout. Donc c'est bien communiquer, et puis ensuite faire confiance. Et ça, effectivement, finalement... il n'y en a pas encore. C'est quelque chose qui manque encore un petit peu dans les grands groupes et qui donne un avantage aux startups. C'est que quand on fait confiance aux gens, ils délivrent énormément. Et donc, ça, c'est pour moi l'un des takeaways. Écoute, merci beaucoup. C'était hyper intéressant. Merci, Solène. À bientôt. À bientôt. Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine!